Tu as besoin d'un modèle de business qui soit rentable. Combien de gens sont tellement satisfaits qu'ils rachètent chez toi? Si Teddy Riner, il est accompagné depuis qu'il a 14 ans par Myriam Salmi, je crois pas qu'elle ait mal fait son boulot avec lui. Parce que les plus hautes performances, quand tu es humain, sont atteintes en ayant plus de ressources, en étant plus entouré. Chaque problème résolu crée un nouveau problème. C'est littéralement quelque chose qui peut te faire gagner plus d'argent. Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Qu'est-ce qu'on peut revendre à un client une fois que l'accompagnement est terminé? Si tu as un sportif que tu as accompagné, l'accompagnement se termine, qu'est-ce que tu lui revends après? Qu'est-ce que tu peux lui revendre et comment tu peux maximiser tes chances, si c'est pertinent, attention, restons éthiques, de réussir à continuer de travailler ensemble ensuite? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, puisque vous avez été nombreux à me dire « Ok Nathan, j'ai compris qu'il fallait pas vendre à la séance, j'ai compris qu'il fallait proposer un certain nombre de séances et qu'elles soient obligatoires, par exemple 3, 5, 10 séances, et qu'on ne démarre pas l'accompagnement tant que la personne ne s'est pas engagée financièrement et moralement à faire toutes ces séances, et ce pour plusieurs raisons. Pour un bref rappel des raisons, le premier, c'est que ça va te permettre de t'assurer de dispenser un accompagnement de qualité, puisque moi, j'ai pas envie que les gens puissent dire « Ah ouais, j'ai travaillé avec Nathan, mais ça m'a pas aidé, ça a servi à rien. » Alors que la personne, elle a fait 2 séances avec moi, et que comme je suis pas magicien, on aurait eu besoin de 8 pour que sa vie change, par exemple. Donc, la première chose, c'est que ça va t'aider à maximiser la progression des personnes que tu accompagnes. La deuxième, c'est que ça va te permettre de booster de ouf ta trésorerie, puisque au lieu de vendre à la séance et d'encaisser 60 € ici ou là, ou même 150 € si t'es à 150 € la séance, j'en sais rien, et ben là, à la place, tu peux encaisser 5, 10 séances d'un coup, donc ça donne vraiment de l'air à ton entreprise, hein. Tu accumules de l'oxygène en avance, et donc dans les phases où ça va moins bien, où ça va pas, où tu pars en vacances, où il y a une baisse d'activité ou quoi que ce soit, et ben t'as le temps de voir venir, puis ça t'évite aussi d'être à flux tendu tous les mois. Grâce à ça, tu vas avoir un matelas de sécurité, une trésorerie d'entreprise. Bref, pour toutes ces raisons-là, on démarre au début avec un accompagnement qui finalement est assez coûteux puisque la personne, au lieu d'acheter juste une séance, elle se retrouve peut-être assignée pour 5 ou 10 séances. La question qui arrive, c'est qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'accompagnement? Récemment, j'étais en séminaire, d'ailleurs, j'avais payé cette formation 3500 € pour 2 jours de séminaire en présentiel. Et un des formateurs qui était présent a dit cette chose intéressante, il a dit « Ouais, un jour, j'ai pris une claque quand on m'a dit « Si t'as pas des clients récurrents, alors t'as pas de business. » C'est dire à quel point la pérennité d'une entreprise peut reposer sur le fait d'avoir régulièrement des gens qui continuent d'acheter chez toi, puisqu'évidemment, c'est difficile de trouver des clients pour la première fois. C'est beaucoup plus facile de convaincre des clients qui ont déjà acheté chez toi que des nouveaux clients qui n'ont pas encore la confiance envers toi. En préparation mentale, ça soulève quand même un sujet d'éthique et d'efficacité de l'intervention. On pourrait se dire, oui, mais si je suis un bon préparateur mental, normalement, les gens ont plus besoin de travailler avec moi, l'accompagnement, il devrait s'arrêter, sinon ça veut dire soit qu'on n'a pas été bon et que les problèmes sont toujours là, soit que j'ai créé une dépendance vis-à-vis de l'athlète, et donc c'est très mauvais de revendre un accompagnement. La réalité, je pense, elle est beaucoup plus complexe que ça, tu vois. Je crois pas que si Teddy Riner, il est accompagné depuis qu'il a 14 ans par Myriam Salmi, je crois pas qu'elle ait mal fait son boulot avec lui. Pourtant, il a sans doute dû continuer de la payer régulièrement. Ce qui s'est passé pour Teddy Riner, c'est que plus il évoluait, plus ça créait des nouveaux problèmes. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, par exemple, pour les préparateurs mentaux que j'accompagne. Au début, quand j'arrive, ils font 0 € de chiffre d'affaires par mois. Enfin, en tout cas, la moyenne de la première cohorte, ils faisaient 252 € en moyenne de chiffre d'affaires avant d'intégrer la formation. Avant, hein, après, ils ont fait x10 en moyenne. Eh bien, ces préparateurs mentaux-là, une fois qu'ils ont fait x10, une fois qu'ils font 2000, 3000, 4000, certains 10 000 € par mois,
Là, d'un coup, ils font face à d'autres problèmes. On va pas dire qu'ils ont plus de problèmes du tout. À quel problème ils font face? Bah, peut-être d'être débordés de coaching, d'avoir trop de demandes et c'est le moment de recruter. Peut-être de travailler avec plein d'athlètes, mais finalement pas les athlètes qui les intéressent le plus. Parce qu'ils ont tellement un business qui a décollé qu'ils se sont retrouvés à accueillir différents types de profils. Et maintenant, ils commencent à sentir quel type de profil ils préfèrent coacher. Et donc, ils vont avoir besoin d'attirer ce type d'athlète-là et d'arrêter de travailler avec les autres. Ou de déléguer les autres à quelqu'un de leur équipe, ce qui veut dire développer l'aspect juridique, faire rentrer quelqu'un dans ton équipe, etc. Bref, ce que je voudrais que tu vois, c'est que pour chaque être humain sur la planète, quand tu résous un problème, il y en a forcément un autre qui arrive. Ouais, désolé, philosophiquement, cet épisode est pas très sympa, mais je crois profondément à ce que je te dis là. C'est-à-dire que quand tu résous un problème, t'en as un autre. T'as un problème en principe plus inspirant à régler, tu vois. C'est-à-dire que quand t'as pas d'argent, tu penses qu'il y a une chose, c'est comment je vais faire pour avoir de l'argent pour manger le mois prochain. Et quand t'as trop d'argent, quand t'as beaucoup d'argent, je sais pas si on peut en avoir trop, quand t'as beaucoup d'argent, maintenant t'as un nouveau problème, c'est comment je fais pour que l'inflation me mange pas tout l'argent que j'ai et que je perde pas de la valeur juste parce que je conserve mon argent sans qu'il prenne de valeur. Mais au final, que t'aies de l'argent ou pas d'argent, bah t'as toujours un problème. C'est pareil dans tes relations, hein. C'est-à-dire que quand t'es célibataire, bah t'as un problème, c'est que t'as pas de meuf. Et quand t'es en couple, t'as un autre problème, c'est est-ce qu'elle va accepter que je me marie avec? Est-ce qu'on va avoir des enfants bien élevés? Est-ce que on est d'accord pour partir sur le même lieu de vacances? Ou est-ce qu'on est d'accord pour regarder le même film à la télé ce soir? Chaque problème résolu crée un nouveau problème. Ce podcast n'est pas une incitation au suicide, mais si jamais tu veux n'avoir aucun problème, peut-être qu'il vaut mieux pas être en vie, puisque vivre, c'est résoudre des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant que résoudre des problèmes? J'en parlais dans l'épisode précédent. On joue aux jeux vidéo parce qu'on aime avoir des problèmes. Les jeux vidéo qui seraient trop faciles, c'est des jeux auxquels on n'a pas envie de jouer parce qu'il n'y a pas un problème suffisamment confrontant. On veut que le boss il soit un peu dur à battre. Pas trop dur, mais pas assez dur non plus. Et pourquoi on fait du sport? Là, tous ceux qui m'écoutent, j'espère que vous faites du sport. En escalade, ça m'intéresse pas de grimper des trucs qui sont des échelles, tu vois. J'ai envie que ça soit un peu dur quand même. Eh bien, on va retrouver ça en entrepreneuriat et on va retrouver ça dans le sport. Et c'est une des raisons pour laquelle oui, ça a du sens de revendre à des sportifs qu'on a déjà accompagnés la plupart du temps. Parce que s'ils ont bien progressé et qu'ils continuent leur projet sportif, alors ils vont faire face à de nouveaux problèmes. Par exemple, le jeune que j'accompagnais quand il avait 14 ans en snowboard, au début, il n'était pas en pôle France. On a bien fait l'accompagnement. Et puis d'un coup, il se retrouve en pôle France. On continue l'accompagnement. On le termine et après il va en équipe de France. Et ben là, il faut re-signer un nouvel accompagnement puisqu'à chaque fois, ça crée des nouveaux problèmes. Par exemple, tant que t'as pas mis les pieds sur une Coupe du Monde, t'as pas mentalement le type de problème que provoque une Coupe du Monde. Exemple, j'ai eu beaucoup de jeunes, tu vois, qui m'ont dit ça en mode maintenant je suis au départ de la Coupe du Monde, mais à côté de moi, tu vois, en snowboard cross, à côté de moi, j'ai cette fille qui a déjà gagné des Coupes du Monde avant, et donc j'ose pas la doubler, j'ose pas la gêner. Je dois respecter sa place. Bon, t'auras jamais ça quand tu fais des compétitions en poussin. D'ailleurs, poussin, ça n'existe plus. Quand tu fais des compétitions en U12, normalement, les athlètes, ils n'ont pas ce problème. Par contre, là, ils font la compétition face à des gens que ça fait 10 ans qu'ils les voyaient à la télé. Ça crée des nouveaux problèmes. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça a du sens de continuer de vendre la préparation mentale. C'est que les athlètes vont faire face à de nouveaux problèmes, comme tu dirais. Dans certains cas, évidemment, par exemple, s'ils arrêtent de progresser ou qu'ils lâchent leur objectif d'aller plus loin, ou que la demande pour laquelle ils étaient venus, elle est réglée et qu'après ils veulent s'intéresser à d'autres domaines, là, ça a peut-être pas du sens de leur revendre un accompagnement. Mais souvent, même si tu as géré, par exemple, le problème de vomi et le problème de je stresse tellement que je perds mes moyens le jour de la compétition, hop, là, ils ont des super résultats, ça s'améliore, et donc ils ont des nouveaux problèmes à gérer. Par exemple, comment je fais pour gérer l'éloignement de ma famille, parce que maintenant je pars en Coupe du Monde et je suis beaucoup plus loin. Et je vois plus ma copine, je vois plus mes parents, ou j'arrive pas à suivre le rythme avec mes études parce que je me déplace trop. Ok, chaque problème que tu résous est généralement un nouveau problème. Et c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec les écoles de coaching qui vont dire ouais, c'est mal si l'accompagnement est continu, c'est que t'as pas bien bossé. Je crois que dans le domaine de la performance, les choses sont différentes. Et qu'en plus, nous, ce qu'on recherche le plus en sport, ce n'est pas le maximum d'autonomie, c'est le maximum de performance. Il faut pas se tromper de game. C'est-à-dire que Teddy Riner ne cherche pas à être le plus autonome possible avec son mental. Il n'a pas la médaille de l'autonomie à la fin de l'année. Ce qu'il veut, c'est être le plus performant possible. Et donc, si en étant moins autonome, c'est-à-dire en faisant appel à quelqu'un pour rebondir en 2 heures au lieu de rebondir en 2 jours face à une défaite, lui, il n'a pas beaucoup de défaites. Mais bref, si pour faire appel à quelqu'un, ça te demande d'être moins autonome, tant mieux.
Parce que ce qu'il veut, lui, c'est être 1% plus performant. C'est pas être 20% plus autonome. Et ça, pour moi, c'est la raison essentielle. C'est que on mesure pas est-ce que l'athlète est autonome ou non. On mesure à quel point on optimise sa performance en étant à ses côtés. Tu sais, tu pourrais aller à la salle de sport et soulever des poids tout seul. Alors, si je suis tout seul, je peux soulever 200 kilos au soulevé de terre. Mais s'il y a 10 personnes qui sont autour de moi et qui m'encouragent, je peux soulever plus, sans doute. Pourtant, est-ce que ça me rend moins autonome? Bah non, je suis autonome, mais juste avec moins lourd. Parce que les plus hautes performances, quand tu es humain, sont atteintes en ayant plus de ressources, en étant plus entouré. D'ailleurs, c'est pareil dans le monde de l'entreprise. Hein. Quand tu es entrepreneur, tu cherches pas forcément à être le plus autonome possible. Tu cherches pas à faire tout par toi-même. En tout cas, au début, je cherchais ça et je me suis rendu compte que j'avais une vie beaucoup moins agréable que quand j'ai cherché à optimiser pour d'autres choses, c'est-à-dire soit pour le chiffre d'affaires, soit pour ma qualité de vie. Si je veux optimiser pour ma qualité de vie, par exemple, et pas pour le chiffre d'affaires, bah, je vais prendre des gens qui font des tâches qui auraient pu être bien payées pour moi, mais qui me permettent de libérer du temps pour aller faire du sport, pour partir en vacances, pour ce que tu veux. Donc, après cette introduction qui était nécessaire à faire sur peut-on revendre ou pas un accompagnement à un sportif qu'on accompagne, on va passer maintenant dans la partie stratégique, puisqu'on a évoqué la partie éthique qui était, je pense, l'essentiel pour démarrer. On va parler maintenant de comment le faire, comment avoir des bons résultats avec ça, comment maximiser son chiffre d'affaires. Et je crois sincèrement que j'ai appliqué suffisamment de choses dans ce domaine pour avoir mon avis à donner, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'accompagnements que j'ai proposés en formation, que ce soit à des entraîneurs ou à des préparateurs mentaux, pour lesquels plus de 80% des clients ont racheté ensuite chez Ready to Rock. Plus de 80%. Est-ce que tu imagines? Déjà, ça parle un peu du taux de satisfaction, tu vois, parce que c'est facile de dire, de tricher sur les chiffres en mode, ouais, moi, j'ai 10 sur 10 de niveau de satisfaction. Ouais, mais combien de gens sont tellement satisfaits qu'ils rachètent chez toi? Alors oui, on pourrait dire, non, mais s'ils sont satisfaits, ils n'ont pas besoin de racheter chez toi. Mais ça, ce serait mal comprendre l'être humain, puisque de la même manière que quand tu es satisfait d'un restaurant, tu y retournes pour manger la prochaine fois, parce que une fois que tu plus faim, tu as un nouveau problème, c'est que dans 12 heures, tu auras faim à nouveau. Et bien là, c'est pareil, ok? Donc ça, c'est la première chose, c'est que je pense avoir mon avis à donner là-dessus, puisque non seulement je l'ai fait dans le cadre de la formation professionnelle, mais je l'ai aussi beaucoup fait dans le cadre d'accompagnement de sportifs. Et la technique que je voudrais te donner, qui est extrêmement efficace et qui fait que le plus souvent, la personne décide de racheter, c'est la technique qui s'appelle downsell the upsell en anglais. C'est-à-dire, l'upsell, c'est quoi? C'est le fait de revendre quelque chose à la personne après. Ok, elle a déjà acheté quelque chose, elle a suivi le programme, et ensuite je le revends quelque chose ensuite. C'est ce qu'on appelle un upsell dans le monde du business. Et cet upsell-là, pour qu'il soit bon, ce que tu devrais faire, c'est revendre quelque chose, mais qui est moins cher que la première fois que la personne elle arrive. Et là, tu peux te connecter à ce que je disais au début de l'épisode. Avant, par exemple, moi, c'est mon cas. Tu te souviens, je vends un accompagnement dans lequel il y a 10 séances et d'autres choses à 3200 euros. Quelqu'un qui veut travailler avec moi est obligé de commencer par débourser cette somme. C'est soit on travaille ensemble, soit on travaille pas ensemble. Il n'y a pas de 60 euros, etc. C'est soit on commence à 3002, soit on fait pas l'accompagnement. Donc ça, c'est le premier prix avec lequel la personne rentre dans un accompagnement avec moi, le sportif. Mais à la fin de l'accompagnement, selon toi, est-ce que je devrais plutôt lui vendre un autre accompagnement à 3200 euros, un accompagnement à 6400, peut-être 2 fois plus cher, ou bien lui revendre quelque chose mais qui soit moins coûteux que la première fois? Eh bien, ce que j'observe dans mon business avec les sportifs, dans mon business de formation professionnelle, avec les entraîneurs, puis avec les préparateurs mentaux, et ce que j'observe dans les business des autres entrepreneurs que je côtoie, puisque le jour, je te disais que j'avais investi justement 3500 euros pour rencontrer un groupe de 50 entrepreneurs pendant 2 jours en présentiel et aller apprendre auprès d'eux. Ce que je vois dans les business des autres, c'est que cette technique est vraiment très efficace, c'est-à-dire downsell the upsell. On va donc proposer à la personne de continuer avec un prix moins grand que la première fois. Par exemple, si tu vends un accompagnement à 1500 euros, 10 séances, tu pourrais proposer de continuer ensuite avec un abonnement à 300 euros par mois pour 2 séances, que la personne peut arrêter quand elle veut. Je reviendrai là-dessus dans un instant. D'un coup, la somme est beaucoup plus petite. Ok, c'est plus 1500, c'est 300. Et en fait, ça va renforcer les chances que la personne dise oui, parce que ce sera moins coûteux que ce qu'elle a fait la première fois, et que c'est possible de le faire parce que la personne a plus de confiance. Donc, tu vas devoir mettre moins d'efforts
pour lui revendre la deuxième chose. C'est pour ça que tu pourrais envoyer un message après l'accompagnement en disant bah au fait on a terminé l'accompagnement, est-ce que tu as envie qu'on continue? Si on continue, les conditions c'est celle-ci, et tu pourrais te retrouver à vendre par message, alors que c'est impossible presque de vendre un accompagnement à 1 500 € par message à quelqu'un que tu connais pas. Et là, tu vas me dire, ah bah oui, mais dans ce cas, on devrait dès le début commencer par quelque chose de pas cher. Comme ça, la personne, elle achète ensuite plus tard quelque chose de plus cher. Oui, c'est quelque chose qui est possible, mais ce que je remarque dans la vente de la préparation mentale auprès des sportifs, c'est que ça demande tellement d'énergie de réussir à convaincre quelqu'un d'embarquer, parce que le sportif et toute sa famille doivent avoir confiance en toi et doivent avoir confiance dans l'accompagnement que tu proposes, que si tu leur proposes juste de démarrer à 60 € pour voir, bah soit t'as pas pu mettre d'énergie et de temps dans ton marketing pour le développer, parce qu'à ce prix-là, t'as pas beaucoup de quoi investir dedans. Soit ta promesse, elle peut pas être extraordinaire, hein, parce que dire à quelqu'un, ah, tu vomis avant la compétition, bah on va faire une séance ensemble et tu vomiras plus. Soit c'est très osé et t'es très très bon, soit c'est trop osé et les gens vont pas y croire. Et donc ta promesse elle est pas très sexy et donc bah, les gens ont pas vraiment envie d'aller plus loin. Bref, pour toutes ces raisons-là, il vaut mieux au début commencer avec un accompagnement dont le prix de départ est plus élevé, ce qui va maximiser tes chances en plus de faire un bon accompagnement, puisque les gens sont engagés, ils vont aller au bout du programme, etc. Et plus tard, quand la personne elle est déjà satisfaite, qu'elle connaît déjà ton travail, bah t'as pas beaucoup d'efforts à faire pour lui revendre en plus quelque chose qui sera moins coûteux. Comme quand tu passes de 1 500 € à 150 € par mois, par exemple, ou 300 € par mois, ok? Ça fait des montants beaucoup plus faibles. Mais là où va se trouver la qualité du business, j'ai envie de dire, c'est que peut-être qu'à ce prix-là, la personne va rester longtemps avec toi. Par exemple, moi, j'ai plein d'athlètes de haut niveau que j'accompagne qui, au début, sont rentrés avec cet accompagnement à 3 200 € et qui aujourd'hui payent un abonnement par mois à un prix beaucoup plus faible parce que bah, ils continuent d'être en Coupe du Monde, par exemple, et de faire face à de nouveaux problèmes et de vouloir optimiser leur performance. Et donc, on continue de travailler de cette manière-là ensemble et ça convient très bien. Il y a un autre argument qui va dans le sens de tout ça, c'est le suivant. Comme tu as vendu un premier accompagnement avec un certain nombre de séances à un prix assez élevé, la personne, elle a déjà beaucoup investi. Et ça peut faire peur d'investir à nouveau une telle somme. Surtout qu'on se dit, bah, combien de temps ou combien de fois je vais devoir faire ça? Alors que si tu proposes quelque chose à la séance, tu vois, moi, à partir de ce moment-là, je travaille à la séance, par exemple, ou au mois. Si tu proposes ça, ça va permettre ensuite à la personne de se dire, ah oui, bah, je pourrais arrêter quand je veux, c'est un montant plus petit, je peux voir comment ça rentre dans mon budget, et tant que j'en ai besoin, je continue, quand j'en ai plus besoin, j'arrête, etc., etc. Voilà ce que j'avais à transmettre dans cet épisode. Après, je garde quelques secrets pour ceux que j'accompagne. Parce que, bah, après tout ce que je suis en train de faire là avec toi, je sais pas si tu te rends compte, mais ça a de la valeur. C'est-à-dire que de savoir exactement qu'est-ce que tu peux revendre, à combien tu peux le revendre, c'est littéralement quelque chose qui peut te faire gagner plus d'argent. Donc évidemment, j'en parle plus en détail aux gens que j'accompagne et notamment ce qu'on va faire, c'est que en plus de quelques secrets d'artistes supplémentaires, ce que je vais faire avec eux, c'est voir exactement quelles sont les offres qu'ils proposent et leur permettre de les améliorer, d'obtenir du feedback dessus, parce que la première fois que tu en crées une offre d'upsell, tu fais pas forcément ça bien. En plus, ce dont on n'a pas parlé dans l'épisode, c'est que t'es pas obligé de mettre juste des séances, tu peux mettre d'autres choses. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de mettre des rencontres en présentiel, des événements, des séances de tel truc, de l'espace de formation en ligne. Il y a plein de choses qui vont faire que tu composes une super offre d'upsell. Et là-dessus, avec ta créativité et ce que je t'ai transmis aujourd'hui, bah, tu vas pouvoir commencer à bosser, c'est super. Et j'espère que ça te permettra de gagner plus de sous avant même que peut-être on travaille ensemble un jour. Si jamais c'est le cas, d'ailleurs, bah, dis-le moi, ça serait génial de savoir que ce que je t'ai dit dans cet épisode t'a aidé à générer plus de revenus. Moi, j'ai tellement galéré avec les sous dans ma vie. Tu vois, à 8 ans, mes parents ils se sont fait saisir la maison par les huissiers. Et que si je me dis que gratuitement avec un podcast, je peux aider des gens à gagner plus d'argent, enfin c'est ouf la contribution qu'on peut avoir. Donc s'il te plaît, si ça t'arrive, si t'as jamais acheté chez moi, mais que tu utilises ces épisodes de podcast pour progresser et améliorer ta vie, et que ça fonctionne, franchement, s'il te plaît, dis-le moi, ça me rendra juste le plus heureux que je peux être. D'avoir ce niveau-là de contribution serait formidable. Et donc grâce à tout ça, tu peux appliquer. Et si tu as besoin de feedback, si tu veux qu'on voit ensemble est-ce que tes offres, elles sont pertinentes? Bah, c'est exactement ce qu'on fait avec Théo de mon équipe quand on soulève le capot des entrepreneurs et qu'on analyse leur business pendant 45 minutes. Donc, si tu veux postuler pour ça, contacte-moi sur Instagram ou LinkedIn et on analysera en détail tes offres. C'est vraiment quelque chose que je te recommande de faire en tant qu'entrepreneur avec moi ou avec quelqu'un d'autre. C'est que des fois, on est dans son coin et on crée ses offres et on se dit c'est bien comme ça. Mais en fait, c'est une catastrophe si on n'a pas le bon regard extérieur d'un mentor qui est au-dessus de soi. Je me souviens que j'avais aidé par exemple la salle de CrossFit aussi à améliorer leurs offres.
Il y a beaucoup de business que j'ai aidé à améliorer leurs offres, notamment parce que les salles de CrossFit proposent un abonnement, et à l'époque, celle dans laquelle j'allais, ils avaient seulement un abonnement en illimité. Mais qui dit que si tu fais du CrossFit, tu devrais payer le prix de l'illimité et en faire en illimité? Il y a plein d'autres types de profils. Et donc, je leur avais aidé à construire des offres qui correspondaient mieux à leur type de profil. Bref, cette partie création de l'offre, c'est vraiment un des fondamentaux du business, hein. C'est-à-dire que si tu n'as pas des bonnes offres, oublie avoir un bon business. En fait, tu as besoin d'un modèle de business qui soit rentable. Je te donne un exemple, la salle de CrossFit que j'avais rencontrée pour les accompagner. Quand le business était plein, qu'on ne pouvait pas accueillir plus de clients parce que les cours étaient pleins, le dirigeant ne pouvait pas encore se rémunérer. Par conséquent, il y avait un problème de business model. Et ce que je suis en train de faire avec toi aujourd'hui dans cet épisode, c'est t'aider à résoudre les problèmes de business model en t'assurant d'avoir le bon type d'offre qui soit bien calibré pour faire en sorte que tu aies des gens qui travaillent avec toi au bon prix, etc. Bref, tout ça, ça va être extrêmement important. Et de mon expérience, le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir un mentor qui a de l'avance sur toi et qui te dit, OK, dans tel cas, voici comment il vaut mieux que tu tranches pour l'offre, voici comment tu pourrais l'adapter. C'est vraiment très, très efficace. Donc, je t'invite à trouver quelqu'un qui a de l'avance sur toi et qui pourrait regarder tes offres. Si tu veux que ce soit nous, viens m'en parler et on verra ce qu'on peut faire. En attendant, très bon épisode. En tout cas, j'espère que c'est ce que tu te dis. Si c'est le cas, tant mieux, je te retrouve dans le prochain. Sinon, à la prochaine. Salut. Entraîner l'humain derrière la machine, c'est important. Alors l'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés. C'est plus facile à atteindre si chaque coach mental devient un entrepreneur qui sait donner envie aux compétiteurs de s'intéresser à leur psychologie. C'est en créant un business solide avec des revenus confortables et la liberté de travailler comme tu aimes que tu pourras le mieux les accompagner. En écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens de développer ça. Bien joué. Si tu veux progresser en coaching, tu peux aussi écouter mon autre podcast, Obsession Progression, et même le partager aux athlètes pour qu'ils comprennent l'intérêt de la préparation mentale. Salut!